Voilà, le spectacle commence. On a en plus des conditions météo idéales là. Hein. Idéal. Ouais. Presque tous les jours en Cappadoce pour le ballon. Ouais. Ouais. On peut voler toute l'année? On peut voler toute l'année, ouais, pas de problème. On voit tout très bien depuis ici, les cultures, les formations, tous les vallons de Cappadoce. On voit bien que c'est en pente, comment le sol s'est craquelé, ensuite les petites rivières qui ont entaillé le sol, et puis le reste du travail a été effectué par l'érosion, le vent, la pluie. Ça fait combien de temps que vous volez en ballon ici? Ici, ça fait 18 ans. Oui. Et puis avant, on a fait une dizaine d'années en France. D'accord. Et on a quitté la France pour venir ici. Ben, On commence à descendre, hein, t'as vu? On commence à descendre. Okay, I'm going slowly towards the spikes. Even the frescoes, you see? Oh my gosh. You see the paintings there? Kaylee, pourquoi vous avez choisi de vous installer ici particulièrement? On avait la chance, il n'y avait personne ici avec les ballons. Et puis, vous voyez bien que les conditions ici par rapport au météo, par rapport au paysage pour le survol, la Cappadoce, c'était l'idéal. Alors vous le disiez, vous étiez les premiers hein, On était à les premiers. l'époque. Et vous voyez, maintenant, il y a une Et c'est ça, centaine. Hein. c'est ce que Il y en a j'allais vous une dire. Vous centaine. n'êtes plus toute seule. Ouais. C'était des communautés d'anachorètes, de moines qui vivaient ici. Ils devaient vivre au-dessus et puis ils avaient la chapelle, le réfectoire. Les moines en général, ils choisissaient de très jolis points de vue. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement ici? Juste d'avoir la sensation de mouvement autour des choses, c'est ça qui me plaît le plus. Et cette région arrive à vous surprendre alors encore? Ah oui, on trouve tous les jours, on trouve des choses de nouveau, hein, c'est sûr. Et ce matin, j'ai vu les fresques dans l'église en bas que j'avais jamais remarqué dans la lumière, la position. Et chaque fois, c'est comme la première fois. Alors, Ahmet, heureux? Très heureux, oui. J'adore ces paysages, ça fait un peu surréaliste. Ouais. Toutes ces formations qui changent de couleur, qui changent de forme partout, je trouve vraiment magnifique. Et puis on sent hein, là cette formation géologique si particulière. On constate que même des hommes ont vécu là, ici. Hein. Oui, la Cappadoce est l'œuvre de l'homme et de la nature à la fois. Ouais. Terre de feu, de lave et de cendres pendant des millions d'années, la Cappadoce est aujourd'hui un splendide terrain d'exploration pour les apprentis géologues et les spécialistes confirmés. La zone de la Cappadoce, qui couvre environ 300 km de long et 60 km dans sa largeur, est entièrement composée de roches volcaniques. Il y a plusieurs sortes de cheminées de feu de différentes compositions. Le tuf que vous voyez ici est une pierre de moindre densité et d'une belle épaisseur. C'est donc le vent et la pluie qui creusent les formes dans la roche et donnent aux cheminées de feu des aspects coniques ou cylindriques. Les futures cheminées de feu sont de ce côté-là. Dans cette direction, comme vous pouvez le voir, il y a de jeunes cheminées de feu, des cheminées plus matures et des anciennes. Là-bas, plus loin dans la vallée, les cheminées qui ont précédé celles-ci ont maintenant totalement disparu. La durée de vie d'une cheminée de feu est de plusieurs centaines d'années, mais elle finit toujours par s'écrouler.
Dans certains villages, comme celui de Göreme, cela pose des problèmes de sécurité pour la population. Avant, les gens étaient propriétaires des cheminées de fée. Ils y habitaient et les entretenaient. Puis le cadastre est arrivé, il a réquisitionné les cheminées. C'est devenu propriété de l'État et après leur passage, les gens ont abandonné tous les endroits qu'ils entretenaient. Aujourd'hui, les maisons troglodytiques de Göreme ont beaucoup de succès et sont souvent transformées en pensions pour les touristes. Les rénovations vont bon train et permettent de consolider les cheminées de fée. Mais il reste quelques familles d'irréductibles qui ne veulent pas quitter leur maison troglodytique, même pour tout l'or du monde. La famille Akbuz vit ici depuis 50 ans avec ses vaches, ses vignes et ses réserves de légumes. Leurs parents vivaient déjà dans ce type d'habitation et ils sont convaincus qu'une maison construite a bien moins d'avantages qu'une maison creusée. Quand on était enfant, on était très pauvre. Et alors, on était obligé d'habiter dans les maisons troglodytes. Les riches, eux, vivaient dans des maisons construites en béton avec des arcades. Il y avait un four, on faisait des tapis pour décorer. On préparait les pois chiches et les haricots. Et nous, on était bien. À l'origine, il y a deux sortes d'habitations. L'une qui est l'habitation de falaise, creusée dans les vallées ou des deux côtés de la montagne. Ça, c'est le premier type. Et le second, c'est ce qu'on appelle les habitations souterraines, qui sont totalement enterrées sous la surface du sol. Des villes souterraines, on en découvre une chaque année en Cappadoce. Ahmet est le gardien d'une cité de 18 étages creusée dans le sous-sol de son village. Une merveilleuse cachette pour se soustraire aux invasions, dit-il, mais il y a d'autres explications à ces nombreuses galeries très profondes. Il n'y avait pas de rivière qui coulait à la surface, et l'eau était prisonnière du sol. Alors pour atteindre ces nappes souterraines, ils ont creusé, de plus en plus profond, au point de construire une grande quantité de pièces qui forment une immense cité souterraine. Si les hommes sont liés à la terre partout dans le monde, c'est en Cappadoce que leur communion paraît la plus parfaite. Je crois que cette balade va me plaire, Ahmet. Hein. Ici, on est vraiment sur une terre de chevaux. Hein. La Cappadoce, en vieux persan, veut dire le pays des beaux chevaux. Donc on a élevé ici des chevaux pour la cour perse, pour Darius et Kherkès, autrefois. Tu vois, ici, dans ce vallon appelé Bağlıdere, qui veut dire la vallée des vignes, tu as les plus grandes cheminées de fée de la région. De fée? Cheminées de fée, on dit, oui. Certaines peuvent avoir une hauteur de 30 à 40 mètres. Est-ce que du coup, il y a de nombreuses légendes ici? Ben justement, on pense que les fées sortent la nuit, elles font la fête, et puis elles disparaissent au lever du jour. Ah, voilà la récompense. Voilà, tu vois, voilà. Ces formations magnifiques ici. Dans les roches, il y a parfois de l'oxyde de fer, parfois du soufre, ce qui donne des couleurs différentes. Et puis, ça ressemble à des meringues géantes. Bon appétit, Sophie. C'est le gourmand qui parle, là. Je reconnais le gourmand que tu es. Regarde, c'est quand même extraordinaire. On vient de faire des heures de balade et on tombe là, ici, sur un monsieur qui fait du jus de pomme. Du jus de grenade. Ah, c'est du jus de grenade. Ah, viens, ouais, on va aller le bon, voir quand même. Il m'intrigue. Merhaba. Buraya nasıl geldin? Motorla mı? Merhaba. Ben seni tanıyorum bir yer. Günaydın, Sophie. Tamam. Nasıl geldin buraya? Motor. En moto. Il est venu en moto. Çin, à la tienne. On dit şerefe. 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 Şerefe.
Là, regarde, sur ta gauche, c'est un ensemble monastique ici. C'est une église dite aux trois croix. Et puis dans cette partie qui est peinte date du Xe siècle. Et puis tu as des représentations. Là, tu vois par exemple la Vierge Marie ici. Puis tu vois le Christ Pantocrator, c'est-à-dire Jésus en majesté. Et donc ces trois croix, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors tu vois, tu as deux croix grecques de chaque côté. Et puis au milieu la croix de Malte. Cette partie de l'église est plus ancienne. Elle date du 5e au 7e siècle. Qu'est-ce que c'est là, juste autour de nous? Les petites niches abritaient des pigeons. C'est un pigeonnier. Ces églises ont pu être des tombes romaines transformées en églises. Ensuite, à l'époque ottomane, en pigeonnier. En pigeonnier parce que la fiente de pigeon est très prisée comme engrais dans la région. Au début, j'écrasais des graines dans ma bouche pour les nourrir. Et ensuite, ils ont grandi et se sont reproduits. Je les considère comme mes enfants. Je les adore. Ça va bien avec la nature. Quand je me réveille, je joue avec eux. Ils sont très mignons. Les paysages de Cappadoce ne seraient pas les mêmes sans le tournoiement des colombes. Symbole de paix, l'oiseau a trouvé une place de choix dans cette région particulièrement tolérante. Son habitation creusée dans la roche est un endroit sûr où il se reproduit facilement et dort à l'abri des écarts de température. Les Anatoliens ont toujours tiré parti de la présence des volatiles en récupérant régulièrement leurs déchets qui représentent un engrais très riche. Un engrais que l'on exportait dans tout le pays avant l'invention de la chimie. Je vais mettre ça sur les vignes. Et au printemps sur les tomates, les pastèques. Ça change le goût, c'est bien meilleur. L'été, ça reste frais. Et l'hiver, c'est bien chaud à l'intérieur du pigeonnier. En hiver, je dois les nourrir pour qu'ils restent. Si je ne le fais pas, ils partiront pour se nourrir ailleurs. Les pigeons sauvages ne sont pas les seuls adulés en Cappadoce. On élève également des pigeons de concours. Ici, dans le sous-sol de sa maison, Ibrahim fait de la sélection. Ces pigeonneaux devront montrer certaines qualités pour être sélectionnés. Le pigeon voltigeur doit être rapide et athlétique. On les entraîne pendant un mois. Ils commencent à jouer et en fonction du nombre de voltiges qu'ils effectuent, on les sélectionne. Ils doivent monter à une certaine hauteur, soit la taille d'un poteau ou celle d'un minaret, ce qui correspond à 80 mètres environ. Et en même temps, il doit faire entre 8 et 10 pirouettes. Ce soir, à Urgup, comme tous les vendredis soirs, les colombophiles des environs se retrouvent pour une soirée passionnante. Pigeons voltigeurs,